Bonjour à tous et bienvenue dans ce bilan lecture d'octobre qui a été petit mais efficace avec quand même deux petites déceptions. J'ai lu 7 livres dont, alors je vais commencer par celui-là peut-être, une suite, ça vous le savez, c'est Le Purgatoire de la Divine Comédie, oui, de Dante, qui fait partie de la Divine Comédie, qui est donc la deuxième partie. Je suis arrêtée là, et en fait ça c'est ma prise de notes, parce qu'il y a les notes à la fin, et je regarde des fois pour comprendre un petit peu plus ce que je lis, parce que clairement des fois je comprends pas tout, et je vais remettre à jour parce que je l'ai fini sur mon téléphone, parce que je l'ai aussi sur le téléphone, parce que c'est plus simple, parce que j'ai pas toujours sur moi vu que c'est un gros bouquin. Donc là je l'ai mis sur mon téléphone aussi, parce que domaine public, tout ça, et l'édition que j'ai est la même là et sur mon téléphone, donc c'est plus pratique. Donc voilà, il me reste juste le Paradis, et j'aurais lu la Divine Comédie, c'est un truc de... J'avoue que l'expo Dante m'a bien aidé, la conférence, parce que ça fait relativiser, parce qu'on n'a pas la science infuse, que si on ne comprend pas le purgatoire, c'est pas grave, si on ne comprend pas l'enfer non plus, c'est pas grave, mais si on comprend le contexte en fait de la Divine Comédie, le personnage, enfin la personne qui était Dante en fait à Florence à la Renaissance, et ben on en sait un petit peu plus quand même. On comprend un peu mieux en fait les ficelles de la Divine Comédie. Et si on comprend pas mot à mot, c'est pas grave. Donc je déculpabilise à mort en fait sur cette lecture-là, c'est trop bien. Donc voilà, ça c'était ma première lecture, mais la lecture fil conducteur du mois, on va dire. J'ai, de toute façon, voilà, j'en ai d'autres, et j'ai commencé le mois avec Meurtre et Muffin aux Myrtilles, qui est le tome 3 des aventures d'Anna Svensson. Donc j'ai adoré, franchement, à mon avis, c'est ma saga Cozy Mystery préférée. Ah, un marque-page. Ah bah il est bien. Parce que j'adore cet univers, parce que j'adore Anna, j'adore le cookie jar, j'adore cette ambiance Wisteria Lane, je vous en ai déjà parlé. Et là on suit Anna et sa sœur et les habitants de Eden Lake qui vont recevoir, comment elle s'appelle, Connie McIntyre, qui est une vedette à la télévision, qui fait une émission de cuisine, je crois qu'elle a sorti plein de bouquins, et qui vient au Cookie Jar et à Eden Lake pour tourner une émission, et c'est trop bien. Mais ça ne va pas tout à fait se passer comme prévu. Je ne vous en dis pas plus parce que j'ai pas aimé que ça soit spoilé à la fin, à la 4e de couve. Ne lisez pas la 4e de couverture, parce qu'on spoil, voilà. C'est un tout petit peu dommage, c'est pas grave, mais voilà, c'est hyper plaisant à lire, comme d'habitude, ça se lit tout seul. J'aime de plus en plus la relation entre Anna et sa sœur, Andrea. On sent qu'elles mènent l'enquête un peu toutes les deux et ça leur plaît vachement, et moi j'aime beaucoup les voir comme ça. Donc j'ai le 4 dans ma palle que je lis en novembre, ou en décembre, en novembre je crois. Donc j'ai hyper hâte de la retrouver. Vraiment, c'est une série dans laquelle je suis super bien. Ça fait un peu, vous savez, ma petite série Netflix, mais à lire en fait. Je suis trop bien, parce que j'ai pas le temps de lire, de regarder Netflix. Donc je lis des sagas qui me plaisent, tant qu'à faire. Et j'ai vraiment l'impression de retrouver Desperate Housewives. Et j'avais adoré cette série, donc je suis trop bien dedans. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, un tout petit. Charlotte Brontë, je vous en ai déjà parlé. Là, c'est Se construire avec patience. Je ne sais pas si je vous avais montré la beauté. Tada, si on enlève ça. Voilà, c'est les éditions de Lorma. Et chaque livre est différent en fait. Il y en a pas mal. Je vous les montre à la fin. Voilà. Il y a tout ça. Moi j'ai Jane Austen, j'ai Virginia Woolf, j'ai Charlotte Brontë, j'ai Mary Shelley et Emily Dickinson. Voilà, que j'avais acheté. J'en ai acheté 3 lors du Cozy Mystery Day. Et voilà, ils sont magnifiques. Et ce sont des lettres en fait, ce sont des correspondances de Charlotte Brontë avec différentes personnes. Et idem pour les autres auteurs présentés dans cette collection-là. Et ce qui est bien, c'est qu'avant chaque lettre, on a en italique une partie qui recontextualise la lettre. À qui ça a été écrit, à quelle période, pourquoi, qu'est-ce que ça raconte, si jamais on n'a pas trop bien compris. Parce que c'est vrai que juste lire une lettre comme ça, sans contexte, on peut être un peu perdu. Et là, ça contextualise vachement bien. Et donc c'est un pli à expédier, hein, vous voyez. On peut mettre un petit timbre et ça se replie, tout ça. C'est trop bien, franchement, ils sont top, ils sont magnifiques. Le travail éditorial est assez dingue. Donc j'en ai 5, j'en ai lu 1. Je voudrais lire Mary Shelley rapidos aussi, mais je sais pas trop quand. Je voulais lire pour le Victober et puis j'ai pas eu le temps. Mais peut-être que je le lirai en novembre pour faire traîner un petit peu le Victumber. Voilà, on va l'appeler le Victumber. Voilà, en tout cas, je vous recommande vraiment cette édition et ces petits livres qui sont très beaux et qui coûtent 7,95 €, mais le travail éditorial est très très beau aussi. Ensuite, un de mes coups de cœur du mois, c'est Le secret de Lady Audley de Mary Elizabeth Braddon.
pour le Victober. J'ai mis quelques post-it, mais j'aurais pu en mettre vraiment plus, parce que c'était génial. Je l'ai lu avec Estelle, petite lectrice, et d'autres, et c'était magnifiquement bien écrit. Le style, l'ambiance gothique à mort, sombre, mystérieux de Lady Audley, cette femme qui se marie à un homme qui a déjà été marié, et qui a déjà une fille, et la fille ne peut pas blairer Lady Audley, elle l'aime pas du tout. Et va apparaître un personnage, en fait, qui va être le personnage principal, qui s'appelle Robert, je crois, Robert Audley, qui est le neveu de l'époux de Lady Audley, qui est un petit peu compliqué. Et en fait, ce Robert Audley va mener l'enquête après une disparition d'un ami à lui qui s'appelle George Talboys, qui va disparaître. Et il veut savoir pourquoi il a disparu. Il dit c'est pas possible, je ne le crois pas, ça m'intrigue. Et en fait, il va découvrir que sa femme aussi est décédée. Et en fait, il ne croit pas non plus. Donc il va dire je vais mener l'enquête parce que ça me paraît pas du tout crédible en fait. Et on va suivre comme ça l'enquête de Robert Audley sur George Talboys, puis sa femme, puis un lien possible avec Lady Audley. J'ai été complètement sciée par le dénouement, mais je ne l'ai vraiment pas vu venir, et il était tellement parfait, la fin est magnifique. Oh, c'était superbe, vraiment c'était superbe. Il fait 700 pages, non pas du tout, il fait 540 pages, mais on ne les voit pas passer. Je n'avais qu'une envie, quand j'étais au boulot, c'était de retourner dans ce bouquin, tellement c'était bien. J'avais pas envie de quitter les personnages, c'était super trop bien, super génial. Voilà, donc si vous voulez vous tenter, bah écoutez, n'hésitez pas. On parle pas souvent de Mary-Elizabeth Braddon dans la période victorienne, mais elle en a écrit d'autres, je crois. Oui, elle en a écrit d'autres. La trace du serpent. Et Aurora Floyd, je ne connais pas. Et il a écrit donc avec Wilkie Collins, que je lis, elle domine le roman à sensation de la période victorienne. Et c'est vrai, et c'est prenant, c'est hyper prenant, quoi, c'est génial. Vraiment, j'ai adoré, c'est mon coup de cœur du mois, je crois. Ouais, c'est mon coup de cœur du mois. Bah, avec ça, mais je l'ai pas fini. Mort sur le Nil de Agatha Christie. J'avais hâte de le lire parce que j'avais hâte de le découvrir, parce que classique d'Agatha Christie. Finalement, oui, c'est pas mal. C'est pas mal, ça m'a un peu fait penser au Crime de l'Orient Express, non pas dans le dénouement, mais sans spoiler, mais dans la structure. On est sur un bateau, il y a des cabines, nanana, qui a entendu quoi, qui a vu quoi, tout ça, voilà, c'est un peu ça. C'était bien, mais voilà, il y a un meurtre à bord d'un bateau, et puis un deuxième meurtre, et puis on accuse des gens, on ne sait pas, enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au début ça part bien, parce que c'est l'histoire de deux couples, Lynette et je ne sais plus comment elle s'appelle, non, c'est pas Patricia. Oh zut. Tant pis. Lynette et... Ça craint. Bref, Lynette... Ah, Jackie. Lynette et Jackie. Jackie va se marier. Et elle va présenter à Lynette son fiancé. Et un peu plus tard, on apprend que Lynette est fiancée. Mais pas avec le bonhomme, en fait. Elle est fiancée avec le fiancé de Jackie. Voilà, donc c'est bizarre, en fait. Hein. Voilà, c'est très très étrange. Je me dis, mais tiens, dans les journaux, c'est bizarre, comment ça se fait ? Et il va y avoir une petite enquête autour de ça. Et Poirot étant en vacances en même temps que les gens sur le bateau, le paquebot, machin truc là, je raconte très mal parce que j'avoue que en fait, j'ai moyennement accroché. Poirot va mener aussi un petit peu son enquête, même s'il est en vacances, avec d'autres personnes sur le bateau. Et non, voilà, ça a beau bien se lire, c'est vraiment pas du tout mon préféré. Et je suis un poil déçue parce que j'en attendais plus, parce que c'est Mort sur le Nil, quoi, c'est un peu mythique. Ou je l'ai trop fait traîner, peut-être. C'est peut-être ça, en fait. C'est pas grave. Déception. Octobre de Soren Sveistrup. Déception parce que à 250 pages, j'aurais dû m'arrêter. J'étais pas rentrée dedans et on m'avait dit mais tu vas voir, la fin est tellement géniale et tout. Et j'ai continué et la fin m'a fait dire ok, voilà. Donc non. Je vais pas dire une perte de temps pour moi, mais ouais. J'aurais dû m'arrêter à 250 pages, m'écouter en disant écoute, si tu rentres pas au bout de 250 pages dedans, n'insiste pas en fait, hein, c'est pas la peine. On suit, vous savez quoi, je me rappelle même plus. Un homme, non, il y a une histoire de femmes qui sont retrouvées mortes avec une main amputée. Plusieurs femmes. On découvre qu'elles ont un lien avec des enfants, avec leurs propres enfants, et que ces enfants ont eux-mêmes un lien peut-être. Voilà.
on mène l'enquête. C'est très banal en fait, je trouve, comme enquête. Il y a des moments haletants, prenants et tout, et puis il y a des moments où clairement je me suis ennuyée, mais comme pas possible. Donc voilà, je ne reviendrai pas là-dessus. Déception, c'est pas très grave. Tout autre genre, Son espion royal mène l'enquête, le tome 1 de Rhys Bowen. Et là, c'est un premier tome d'une saga Cosy Mystery que j'attendais beaucoup et j'ai vraiment beaucoup aimé. Le personnage de Georgie est top. Elle va mener l'enquête sous les ordres de la reine. Et en fait, Georgie est 34e sur la lignée des Windsor, là, je crois. Voilà. Elle est fille du duc Glenn Gary de Ranroche. Pardon. Et donc elle est très loin dans la lignée, donc elle va pas régner tout de suite hein, pour elle, c'est un petit peu clair. Donc elle va décider de vivre sa vie et de devenir un peu autonome et indépendante. Elle va chercher un petit boulot chez Harrods, ça va durer 5 heures je crois, à peu près. Elle va se faire virer au bout de 5 heures. Elle cherche une baraque, tout ça, donc elle va aller chercher dans les demeures en fait de la famille royale, sauf qu'il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a rien, il n'y a pas de domestique, et j'aime bien aussi son grand-père en fait, elle est très attachée à son grand-père, et son frère aussi, bref, et il va y avoir un meurtre qui va être commis chez elle, dans cette demeure qu'elle va retrouver, qu'elle va habiter un peu de façon autonome, donc elle a vraiment pas de bol, et elle va échapper à la mort plusieurs fois. C'est très drôle, c'est super cynique, c'est plutôt bien écrit, c'est assez dense en fait, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, ça se lit pas tout seul en fait, ça prend un peu le temps, et j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai hâte de lire la suite, parce que maintenant que j'aime bien Georgie, j'ai envie de la voir dans d'autres situations, donc ça me plaît bien. Voilà pour mon bilan de moi. Je n'ai pas encore fini La Dame en Blanc, mais il me reste vraiment pas grand chose. Je vais finir là d'ailleurs. Et j'adore, franchement, coup de cœur intersidéral. Ma prochaine lecture, c'est Le Dernier Message de Nicolas Beuglé, que je vais commencer ce soir. Et ma lecture fil conducteur, j'en ai 2 pour le mois de novembre. Donc c'est Le Paradis de Dante et dans la même édition, l'Iliade de Homère. J'ai hyper peur de l'Iliade. C'est écrit, mais alors minuscule, c'est pas le bon mot, il faudrait un mot encore plus petit que minuscule. Pareil, je l'ai sur mon téléphone, je peux même le mettre sur ma liseuse. Ça sera peut-être pas la même traduction, mais du moment que je comprends quelque chose, ça m'arrangerait, parce que là, vraiment, j'ai lu les premières lignes, je ne comprends rien du tout. On est plusieurs à regarder, à lire ensemble, donc ça va aller, hein, je pense, mais je suis pas sûre. On doit lire 2 chants par jour. Hein. Un chant, ça fait combien de pages à peu près? Ça va faire 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages, 7 pages, écrit en tout petit. On doit en lire 2 par jour. En fait, je le fais pour me challenger un peu, pour me dire je vais y arriver. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. J'ai pas de contraintes d'école. Mais voilà. Et puis le Paradis de Dante, et j'aurai fini la Divine Comédie. Voilà, j'espère que ce bilan vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu au mois d'octobre. J'ai coché quelques cases du Happy Fall Challenge. Je voulais lire mon automne cosy de Caro, mais j'ai pas eu le temps. J'ai vraiment pas eu le temps. Donc j'espère le faire en novembre, mais j'aurai pas beaucoup plus de temps non plus. Pas mal de transport, mais pas trop de temps à la maison. Donc voilà. Et bah écoutez, bon début de mois de novembre, et puis à très bientôt.